Polytechnicien et ingénieur du corps des mines, il a présidé le groupe Usinor, devenu Sacilor pendant 15 ans. Ministre de l'économie et des finances sous le gouvernement Raffarin de 2002 à 2004, il est actuellement président du conseil de surveillance de Safran, un groupe aux enjeux stratégiques majeurs pour la France. En pleine période d'élection présidentielle, il sort un livre, Vous les candidats, dans lequel il fait un bilan des besoins de la France et des actions à mener. Francis Mer, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans VIP. Je vais tout de suite montrer la couverture de votre livre, Vous les candidats, qui en fait est une sorte de parallèle avec un livre que vous avez déjà publié il y a quelques années, qui était Vous les politiques. Vous les politiques, avec un doigt comme ça qui était sur la couverture en disant Vous les politiques, j'ai des choses à vous dire, moi l'industriel. Et j'essaye de continuer à en dire quelques-unes. Vous êtes moins menaçant, il n'y a pas le doigt là. Bon, bah non, je suis plus réservé là. Vous êtes plus réservé, c'est les années plus serein. C'est la sagesse qui arrive alors. Et dans ce livre, en fait, voilà, vous faites votre bilan en tant qu'ancien ministre quand même de l'économie. Vous êtes quand même bien placé pour connaître les besoins de la France et pour analyser un peu les programmes des candidats majeurs de la campagne, on va dire, et leur donner 2-3 conseils pour ceux qui voudront bien vous entendre. Je donne des conseils aux candidats, mais enfin, je donne surtout des conseils aux lecteurs, s'il y en a, pour que leur choix d'électeurs soit aussi bien orienté que nécessaire au service de notre pays. Car je crois qu'effectivement, le problème de fond dans un pays où le pouvoir présidentiel est fort, c'est que le ou la présidente assume devant les Français les responsabilités qu'il a de conduire le pays à un moment où son environnement européen est un peu brinque-ballant. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. De notre faute, et au moment où le monde est en train de changer à une grande vitesse et sans nous attendre. Donc il est absolument nécessaire, du moins de mon point de vue, que les Français, les électeurs, essayent d'obtenir des candidats leur position sur un certain nombre de sujets et surtout d'ailleurs d'avoir des éclaircissements sur la manière dont ces priorités pour la France vont être traitées, vont être mises en œuvre. Car la question de fond que j'ai découvert en travaillant un petit peu les programmes, non pas des candidats, mais au moins des deux partis de gouvernement que sont l'UMP et le PS, c'est qu'il n'y a pas de grosse différence sur le fond entre ces programmes, ce qui est très positif, et ce qui montre que la France n'est pas coupée en deux, et qu'il n'y a pas à droite, la droite et la gauche. Il y a des valeurs partagées, des ambitions partagées. Ça veut dire que nous continuons à avoir notre identité, pour ne pas paraphraser quelques petits problèmes actuels quant à l'utilisation de ce mot. Mais ce qui doit les différencier aux yeux des électeurs, c'est le comment. Comment mettre en œuvre tel et tel programme, car ça ne sert à rien de raser gratis, ça ne sert à rien de promettre tout et en même temps et immédiatement, alors que nous avons besoin d'établir nos priorités, de les reconnaître et dans le temps, de les mettre en œuvre de manière, entre guillemets, professionnelle. Et j'insiste sur le fait que nous sommes dans une démocratie qui élit au suffrage universel son président, et par conséquent, le pouvoir d'un homme ou d'une femme est considérable, beaucoup plus que dans une démocratie représentative normale, où c'est essentiellement le pouvoir, finalement, de l'Assemblée. Alors, qu'on vous comprenne bien, vous ne penchez ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas de consigne de vote, c'est pas du tout ça. Non, il n'y a pas de consigne de vote. Et c'est vrai que je peux en attester pour l'avoir lu, c'est très clair. C'est au-delà des partis, un peu. On va dire un peu au-dessus de ça, tout en ayant... J'admettrais bien que chaque candidat soit soutenu par un parti plus ou moins important, mais comme il est candidat au poste le plus élevé en France, il a besoin de parler aux Français. Et il a besoin, disons, de leur dire, voilà ma conception de la France, voilà pourquoi j'ai cette conception, voilà où je veux emmener la France, c'est-à-dire où je veux vous emmener, et voilà comment est-ce que je vais le faire, comment on va le faire ensemble. Alors, parmi les thèmes, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On parlera d'autres facettes de votre vie un peu plus tard dans l'émission. Je crois que le thème prioritaire que vous dégagez, d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle comme ça, c'est l'éducation, l'éducation, l'éducation. Mais c'est pas moi qui parle, là, comme vous le savez, c'est Tony Blair. Ouais. Ça fait penser à des révolutionnaires que vous avez en tête.
je considère, et nous devrions tous considérer en France, ayant la chance de vivre dans un pays développé et dans l'Occident, que nous sommes rentrés dans le monde de la connaissance et que si nous continuons à accepter, sachant qu'on n'a pas le choix, le monde tel qu'il est et la concurrence qui existe dans ce monde, il faut que nous découvrions à travers la connaissance et donc la compétence de chacun des Français la manière dont on peut rendre service aux autres, le monde, le tout sans s'oublier un petit peu, parce qu'il faut être un petit peu égoïste, et en tirant les conséquences pour que notre propre niveau de vie continue à augmenter sans empêcher celui des autres de nous rattraper. Et derrière cette idée, si vous voulez, de connaissance, vous avez fondamentalement la conviction que tout se joue non seulement dans la phase où nos enfants sont éduqués et apprennent le contrat social qui nous lie, mais les valeurs qui sont celles de notre histoire et donc de notre identité, mais aussi la manière de se comporter utilement dans le monde dans lequel ils vont rentrer en tant qu'acteurs économiques. Il faut donc aussi leur expliquer ce monde, les règles du jeu, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas nous qui allons changer ce monde, de manière à ce que chacun à titre individuel et collectivement à titre de pays, nous jouions nos cartes dans ce monde d'une manière aussi intelligente que nécessaire pour nos intérêts égoïstes et aussi pour les autres. Ça passe donc, si vous voulez, par une reconception quand même de notre système éducatif que je ne critique pas fondamentalement, même s'il y a des tas de lacunes, de faiblesses, etc. Il y a un problème, nos facs vont pas bien, nos écoles, nos grandes écoles de commerce ou scientifiques ne sont pas du tout reconnues à l'étranger, alors que ces écoles coûtent très cher. C'est vrai qu'elles coûtent très cher, et en plus, si vous voulez, elles ne sont pas forcément suffisamment efficaces pour justifier ce coût. Nous avons un problème de gestion à tous les niveaux de l'appareil éducatif français. Si on commence par la base, nous avons une superbe éducation nationale qui regroupe plus d'1 million de personnes, dont 800 000 ou 850 000 professeurs devant les élèves. Et nous avons là un objectif majeur, nous devons avoir un objectif majeur qui consiste avec les professeurs et aussi un petit peu avec les parents d'élèves quand même. Non pas, si vous voulez, de traiter le problème en les critiquant ou en augmentant leur nombre ou en le diminuant, parce que ça n'est pas le problème, mais avec les professeurs, de trouver une autre gestion de l'appareil éducatif pour que ces professeurs se retrouvent dans leur position, en position de respect de la part des autres, d'une part, et en position de capacité de les animer, de leur donner envie d'apprendre, et ensuite de leur transmettre leurs connaissances. Mais ça implique des réformes. Non, c'est une réforme interne du système éducatif. Des esprits aussi. Qui passe essentiellement, si vous voulez, par un savoir-faire. Comment faire bouger une armée, entre guillemets, d'1 million de personnes, ou plus d'1 million de personnes, pour l'amener d'elle-même à améliorer sa performance en y trouvant son compte. À un certain moment, je dis dans mon bouquin que je suis un peu surpris d'avoir découvert que le prof, en salaire moyen, net, pour lui, ne coûte pas beaucoup plus cher, ou à peine plus cher, que l'adjudant moyen ou que le gardien de prison. Moyen. Je n'ai rien contre les gardiens de prison, ni contre les adjudants, etc. Non, mais ça veut bien dire où sont les priorités. La priorité, manifestement, on n'en a pas, parce que la priorité aujourd'hui dans ce monde de la connaissance, c'est d'attirer dans le système d'éducation les meilleurs. Et comme on est dans un environnement marchand, il faut bien que les meilleurs soient reconnus à travers notamment une rémunération qui les distingue, disons, des autres. Et donc je suis prêt, moi, à dire que pour résoudre notre problème, il faut peut-être mieux rémunérer nos enseignants. Deuxièmement, il faut leur donner plus de responsabilités, plus d'autonomie. Troisièmement, et surtout, il faut les gérer, c'est-à-dire les reconnaître en tant que personnes et non pas en tant que masse anonyme, de manière à ce que lorsqu'ils font bien, eh bien, ils soient récompensés, y compris de manière matérielle, mais pas uniquement de manière matérielle, de manière à ce que lorsqu'ils font moins bien, eh bien, on les aide à faire mieux, de manière à ce qu'ils soient formés eux aussi tout au long de leur vie, alors que la plupart du temps on oublie de
de les former, parce que les méthodes éducatives peuvent changer, parce que les enfants changent d'une génération à une autre. Vos enfants sont différents des miens, parce qu'ils n'ont pas vécu, ils ne vivent pas à la même période leur cursus scolaire. Il y a donc un superbe sujet à prendre, disons, positivement avec les gens concernés, parce que tous les profs aiment leur métier, pour que cette performance individuelle et collective soit encore plus évidente, puisque nous ne pouvons plus nous permettre, et c'est une question de responsabilité vis-à-vis des Français, de mettre sur le marché du travail des gens qui n'auront pas appris à s'y comporter d'une manière telle qui puisse justifier leur utilité aux autres. Il y a donc dans ce domaine-là beaucoup de travail à faire, mais je répète, c'est un travail, si vous voulez, analogue à celui que l'on trouve dans n'importe quelle entreprise, en l'occurrence une entreprise de connaissance, nonobstant la taille de cette entreprise, qui suppose de la continuité, donc il faut travailler avec un horizon de 10 ans, ce qui est tout à fait compatible avec un président ou une présidente qui sollicitera un deuxième mandat. Oui, voilà, mais donc, souvent ils ne voient pas à si long terme nos candidats. Oui, mais là, la priorité, mais si nos candidats, ils ont envie d'être élus. Donc, moi, ce que je leur propose, c'est, dans une période de 10 ans, de concevoir, à travers une stabilité de la politique qu'ils auraient conçue et à travers une mise en œuvre progressive, un système éducatif qui sera plus performant qu'il l'est aujourd'hui, avec le soutien de tous ceux qui sont dedans, avec le soutien des parents, et aussi progressivement, disons, avec la redécouverte par l'enfant de l'intérêt d'aller à l'école. Moi, j'ai un petit-fils qui m'a dit... Ampou, parce qu'il m'appelle Ampou, j'adore l'école. Tenez-vous bien, le même petit-fils, il y a 1 an, parce qu'il avait une prof, il a 5 ans, hein, il avait une prof avec qui il ne s'entendait pas, il était dans une situation où il était sur le point de rejeter l'école, en 1 an. Il a complètement changé et il dit « j'adore l'école ». C'est fantastique. Si tous les petits Français qui vont à l'école, y compris jusqu'au bac et consorts, se permettaient de dire « j'adore l'école », vous ne vous rendez pas compte l'atout majeur que nous aurions pour notre pays, nos adultes, nos futures vieilles personnes, parce qu'il y aurait une masse dynamique, éduquée, une force vive, oui. Une force vive, voilà, les forces vives de la nation. Les voilà. Il faut les prendre, il faut les éduquer, il faut les créer, qui nous permettraient, dans un monde qui ne nous attend pas, d'avoir confiance en nous. Et par conséquent, si vous voulez, de profiter de toutes les opportunités qui se présentent à nous. Mais... Alors qu'aujourd'hui, on est en train de se recroqueviller sur nous-mêmes, on a peur. Il y a quand même un pape qui a dit « n'ayez pas peur ». Et je crois d'ailleurs, il y a même des candidats qui réutilisent ce mot, moi qui m'avait beaucoup frappé de la part de Jean-Paul II. « N'ayez pas peur ». Ça veut dire « ayez confiance ». Mais pour avoir confiance, il faut avoir été en situation d'apprendre à avoir confiance en soi. Donc là, ça c'est le sujet, disons, de l'éducation primaire, secondaire. Ça c'est l'éducation, c'est un des sujets. Vous en traitez beaucoup d'autres, que ce soit la recherche, la santé, un petit focus sur la SNCF, beaucoup d'autres sujets, mais avec toujours ce problème de dire, et d'ailleurs vous le dites vous-même, avec vos mots, puis on parlera de la manière dont vous dites les choses aussi, sauf que les candidats, vous savez très bien, vous avez fait partie d'un gouvernement qui voit à beaucoup plus court terme que ça, parce qu'ils ne vont pas mettre en place des actions qui vont peut-être bénéficier au final au gouvernement d'après, qui sera peut-être de l'autre bord. Non, je ne crois pas. L'avantage, si vous voulez, de notre système français, c'est que premièrement, le président, il a du pouvoir. Il n'est pas dans la situation, si vous voulez, du ministre qui est révocable ad nutum, comme ça a été mon cas. J'ai passé 2 ans au gouvernement avec un grand plaisir pour moi, une expérience formidable, mais la règle du jeu, c'est que du jour au lendemain, on peut vous remercier. Bon, je n'ai pas du tout protesté contre cette situation. Le président, lui, il est assuré du temps. Et comme en plus il a l'ambition légitime d'être élu, il faut qu'il conçoive ses politiques et qu'il les explique aux Français pour être élu. Oui, ça, il faut qu'il conçoive ses politiques pour donner envie aux Français de les lire, parce que dans 10 ans, la plupart de nos problèmes auront été largement résolus grâce non seulement au fait qu'il aura été élu président ou présidente de la République, mais qu'il aura mis en œuvre de manière professionnelle toute une série de mesures nous permettant dans 10 ans de nous retrouver avec plaisir dans ce monde, alors qu'on veut s'en protéger aujourd'hui. Prenez un autre exemple. Il y a un autre sujet majeur, moi, qui me tarabuste, c'est le 3e âge ou le 4e âge. Bon, il est clair que tout le monde le sait.
Oui, la montée en puissance des seniors, bien sûr, le vieillissement de la population. Tout le monde le sait, le Français, il le sait. Et après tout, c'est très bien. Si on a la chance, entre guillemets, de pouvoir vivre plus longtemps et donc plus vieux, pourquoi s'en plaindrions-nous? Par contre, le Français ne sait pas que le système de solidarité intergénérationnelle qui a été mis en place en 1945, à une époque où la France était un pays jeune, il y avait moins de 45 millions de Français à l'époque. Rappelez-vous les chansons de Nohain, Jean Nohain, etc. Oui. Aujourd'hui, on est quand même à 62 ou 63 millions. Les Français ne savent pas qu'ils ont eu la chance d'avoir une population active, ceux qui sont entre 20 et 60 pour simplifier, qui n'a cessé d'augmenter dans cette période et qui a apporté un des moteurs pour la croissance économique et donc la génération de moyens supplémentaires pour s'occuper des jeunes, des vieux, des malades, etc. Alors qu'aujourd'hui, nous devons tous être conscients du fait que nous sommes devant ce que d'aucuns appellent un hiver démographique. En France, en Europe et dans beaucoup de pays du monde, y compris les Chinois rapidement, qui nous oblige, si on veut garder notre modèle de solidarité, ça s'appelle la fraternité dans d'autres langages, de solidarité entre les générations, qui oblige la génération au travail à être mise sur le marché, disons, du travail dans des conditions plus performantes, d'où le problème de l'éducation au départ, et deuxièmement, au cours de sa vie professionnelle, 40 ans ou à peu près, voire plus, soyons clairs, on travaillera dans 10 ans plus longtemps qu'il y a 10 ans, dans sa vie, cette population a besoin, si vous voulez, d'être plus performante qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. Parce qu'autrement, si elle maintient sa performance seulement, si elle ne progresse pas, alors que l'environnement l'aiderait à progresser, nous allons rapidement nous rendre compte que notre modèle, économiquement parlant, ne tient plus la route et qu'on ne peut plus honorer nos anciens au niveau d'environnement matériel et de conditions matérielles et de santé que jusqu'à présent, nous leur avons donné. Donc on est devant un devoir, en ce qui concerne les nouvelles générations, d'être plus performants pour que notre modèle, qui est partagé par tous les partis, par tous les candidats, puisse continuer à fonctionner. Et là encore, ça fait partie, si vous voulez, des sujets où il faut qu'on se demande comment être plus performant dans notre vie active. On parle à ce moment-là de productivité, que ce soit de la fonction publique ou que ce soit des entreprises privées. On parle de nouveau d'éducation, éducation permanente tout au long de la vie, droit à la formation, etc. On parle d'organisation de nos entreprises, y compris de nos services publics, pour que tout ceci continue à améliorer leur performance. Tout ça est possible. Il faut simplement que le président candidat puisse exprimer, disons, les convictions qu'il a sur la manière de le faire et sur la nécessité de le faire, telles que les Français soient convaincus par lui. Alors, vous citez une phrase qu'on trouve très exactement dans la Déclaration des droits et devoirs du citoyen, votée par la Convention le 3 germinal de l'an 3. Toujours est-il que cette phrase, c'est le véritable ami du peuple, sous-entendu dans notre cas le président, est celui qui lui adresse des vérités dures. C'est lui que le peuple doit chérir, honorer et préférer dans les élections. C'est quand même assez frappant de voir que ça existe dès 1792. Et alors, c'est impressionnant. Dit par Francis Meyer, ça donne, alors mesdames et messieurs les candidats, c'est la toute dernière phrase du livre, n'ayez pas peur, soyez francs, soyez réalistes, soyez révolutionnaires. Oui, mais le mot révolutionnaire en France ne veut pas dire être sanglant. Hein. Non. Ça veut dire regarder le monde qui change à la vitesse où il change, il n'a jamais changé aussi vite. Et soyez révolutionnaires pour que notre pays et les Français se retrouvent à l'aise dans ce monde. Alors, il y a quelque chose qui vous caractérise beaucoup, qui vous a caractérisé dans votre management à la tête d'Usinor-Sacyr, qui vous a certainement, j'imagine, je suis moins au courant, mais caractérisé comme ministre de l'économie et des finances, en tout cas, qui est très clair dans ce bouquin, c'est la façon dont vous dites les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui pratiquait la langue de bois, c'est assez rare dans le monde politique, en tout cas du point de vue des Français, pour le dire, et qui pratiquait le parler vrai. Vous avez pu vous exprimer là-dessus aux entretiens de Valprès, qui ont lieu chaque année à la communauté des Assomptionnistes de Valprès à Lyon. Et ce parler vrai, ce serait peut-être un petit peu utile, je ne sais pas, de donner des cours aux candidats ou quelque chose du style. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne parlent pas si vrai que ça, ils améliorent un tout petit peu pour être élus, pour... Pour moi, si vous voulez, je n'ai aucune difficulté à parler vrai, parce que caractériellement, je ne sais pas parler autrement. Vous êtes né comme ça. Oui, voilà, c'est donc très facile pour moi, et je ne saurais pas faire l'inverse. Je ne sais pas
pratiquement manier la langue de bois. Enfin, immédiatement, on sent que je ne suis pas sincère avec moi-même. Donc, je n'ai aucun mérite, si vous voulez, moi, à parler vrai. Ceci étant dit, parler vrai, ça consiste quand même à reconnaître l'interlocuteur, celui à qui vous parlez, à savoir qu'on a en face de nous une personne, que cette personne, elle existe, qu'elle a ses qualités, ses défauts, ses compétences, etc., mais qu'elle est capable non seulement de comprendre ce qu'on lui dit, mais aussi de répondre, c'est-à-dire d'apporter sa contribution. Parler vrai, ça consiste, et dans notre foi partagée, nous sommes très à l'aise, ça consiste à la reconnaître comme la même personne que vous. Et donc, moi, le conseil que je peux donner aux hommes politiques, c'est d'avoir le courage et l'audace de reconnaître l'autre, celui qui est en face, notamment l'électeur, en lui disant « Bon, ben, tu existes comme moi, nous sommes tous les deux sur cette terre pour y passer, notre devoir est d'y laisser les traces les meilleures. » Et c'est en parlant vrai, de manière responsable, bien sûr, que vous trouvez le courage, finalement, de dire ce que vous pensez, sans blesser l'autre, que vous trouvez la capacité d'écouter l'autre, que vous trouvez aussi la capacité de compromettre avec lui. Regardez le mot compromettre. En France, le compromis est perçu négativement, parce qu'on mélange ça avec la compromission. Mais compromettre, ça consiste, ayant écouté l'autre qui a quelque chose à dire, qui a aussi sa part de vérité, à dire comment on a besoin d'être d'accord ensemble, je t'écoute en partie, tu m'écoutes en partie, et on fait notre deal, et par conséquent on est d'accord, et on bouge ensemble. Ce thème-là, moi, m'est cher, parce que, vu les difficultés que j'ai eues dans ma vie industrielle, notamment lorsque j'ai pris la charge de la sidérurgie dont personne ne voulait s'occuper, parce que c'était vraiment le désastre absolu en 1986. Donc vous vous y êtes collé ? Je m'y suis collé, mais parce que, à la rigueur, j'aime les défis ou les challenges, comme on dit. Je n'ai pas eu d'autre choix, et c'est pour ça que j'ai aucun mérite, que de dire à tous ceux qui partageaient notre problème, c'est-à-dire à la totalité du personnel de la sidérurgie, à l'époque il y avait 100 000 personnes, de leur dire, écoutez-moi, on est mal, mais ensemble, on va s'en sortir. Alors voilà ce que je vous propose, voilà comment je vous le propose de le faire, on va le faire ensemble. D'ailleurs, c'est vous qui allez le faire, parce que moi, tout seul, je ne fais rien. Et donc, on va s'en sortir. Et il se trouve qu'on s'en est brillamment sorti quand même, puisque... Pas su faire Arcelor et Mittal. Je suis sorti effectivement d'Arcelor en ayant eu la satisfaction intellectuelle d'avoir créé la première entreprise sidérurgique mondiale. Ensuite, il y a eu quelques petits problèmes. En ayant la tristesse de voir ensuite ce que ça... Non, pas tristesse. La règle du jeu a changé, donc... Bon, je suis certain qu'ArcelorMittal continuera à être une superbe entreprise, quels que soient, entre guillemets, les propriétaires de ça. Mais la continuité dans l'effort et le discours clair, le parler vrai, me paraissent être des conditions nécessaires dans le monde difficile dans lequel nous vivons pour réussir. Et c'est le conseil que je donne aux candidats, parlez vrai. Ne sous-estimez pas les Français. Ils comprennent, ils savent. Pourquoi ? Parce que tout Français, sauf ceux qui sont en recherche d'un emploi, et ceux qui ont été déjà salariés, tout Français est soit fonctionnaire, entre guillemets, au bon sens du terme, soit salarié dans une entreprise, soit à son compte. Mais je peux vous assurer que quand vous leur parlez vrai à des fonctionnaires, et en 2 ans, j'ai très bien compris qu'il n'y avait aucune difficulté, contrairement à ce qu'on pense, de faire bouger dans le bon sens toute la fonction publique, tout en respectant les statuts de la fonction publique, dès lors que vous les reconnaissiez, donc vous échangiez, et deuxièmement, que vous leur parliez vrai, c'est-à-dire que vous leur expliquiez pourquoi il fallait changer, pourquoi il fallait améliorer la productivité de l'administration, comme il faut améliorer la productivité de n'importe quelle entreprise, parce qu'on n'a pas le choix. Rappelons-nous qu'en France, notre choix commun a été de confier à 20% des salariés, les fonctionnaires, 20% des salariés, ou à peu près, la responsabilité de mettre en œuvre toute une série de politiques qui se traduisent par les forts prélèvements économiques, plus ou moins 40% de la richesse du pays, et pompés, entre guillemets, par l'État pour être redistribués. Réinjectés, mais de manière aussi efficace et intelligente que nécessaire. La machine à pomper et à réinjecter a besoin d'être performante. Sinon, vous avez des pertes en ligne, des pertes de charge, pour reprendre l'image injection, qui sont considérables. Eh bien, quand vous expliquez un petit morceau de ces
5 millions de Français. En l'occurrence, il n'était que 200 000. Mais c'est pas mal quand même, 200 000. Quand vous leur expliquez pourquoi il faut changer, comment on va changer, quel rôle ils vont jouer dans ce changement, comment on va les aider à changer et à y trouver leur compte, ben vous n'avez pas de problème, ça bouge. Mais est-ce qu'on peut appliquer le parler vrai, tel que vous l'avez pratiqué vous en tant qu'industriel, au monde politique où il y a une sorte de syndrome frileux depuis 1995 avec ces énormes grèves où on fait très attention à ce qu'on dit maintenant dans le monde politique, surtout ne pas froisser la susceptibilité, surtout ne pas avoir d'idées tranchées. Non, mais le parler vrai n'interdit pas d'avoir du savoir-faire. Et c'est tout dans le savoir-faire, le know-how, comme on dit. Savoir-faire, c'est le know-how. Du changement, c'est-à-dire la conduite du changement, que, après avoir affiché les ambitions que vous avez pour telle communauté, que ce soit la France, une entreprise, ou un ministère, ou une direction, ou un hôpital, après avoir échangé et reconnu l'autre, parce qu'il en sait quelque chose du sujet que vous traitez, puisque par hypothèse, il est concerné et il est dedans, avoir noué donc un échange et une relation, vous arrivez, ça prend un peu de temps, mais vous arrivez sans trop de difficultés, moyennant quelques compromis, qui ne sont pas des compromissions. Non, j'ai bien compris. Vous arrivez à un certain consensus, pour parler belge. Ça ne veut pas dire forcément qu'à ce moment-là, le syndicat CGT va se précipiter pour signer, parce que sa culture, c'est d'être d'accord, mais de ne pas signer, parce que ça lui permet de protester, etc. Ça ne veut pas dire non plus que d'autres syndicats ne signeront pas. Je prends, disons, le cas d'une entreprise privée, mais aussi d'ailleurs du public, à Bercy, si vous voulez, expliquant aux syndicats pourquoi, de fonctionnaires, pourquoi il fallait bouger, comment on allait bouger, etc. Premièrement, je n'ai pas eu de grève, et deuxièmement, j'ai la satisfaction d'avoir démarré une opération de productivité. C'est quand même pas un mot grossier, productivité. Le pouvoir d'achat, il est lié à la productivité, purement et simplement, dans une population qui n'augmente plus. J'ai eu la satisfaction de voir que l'idée d'améliorer la productivité seulement de 1% par an, ce qui n'est pas beaucoup dans le monde actuel, au ministère des Finances, qui consistait notamment à ne remplacer qu'un fonctionnaire sur 2 qui partait à la retraite, eh bien, elle est passée. Et ce qui me remplit d'aise, c'est que ça continue à se faire et c'est en train de se développer dans les autres ministères. Donc, il suffit de vouloir, il suffit de reconnaître l'autre, c'est-à-dire de ne pas le mépriser, de ne pas le sous-estimer, mais de le reconnaître comme quelqu'un qui peut lui aussi apporter sa contribution pour faire bouger une entreprise ou un pays. Alors, je vous ai demandé d'apporter un texte qui soit assez parlant pour vous, que vous allez nous lire. Et le texte... Voilà, le texte, c'est de Khalil Gibran, le prophète. Le fameux prophète, oui. Et j'ai choisi, si vous voulez, dans ce texte, comme vous pouvez l'imaginer, de parler du travail. Alors, je vous lis la partie que j'ai retenue. « Parlez-nous du travail. » Il répondit disant, « Vous travaillez pour pouvoir aller au rythme de la terre et de l'âme de la terre. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance majestueusement et en fière soumission vers l'infini. Toujours, on vous dit que le travail est une malédiction et le labeur une infortune. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre qui vous fut assigné lorsque ce rêve naquit. Et en vous gardant unis au travail, en vérité, vous aimez la vie. Et aimer la vie, à travers le travail, c'est être initié au plus intime secret de la vie. On vous a dit aussi que la vie est obscurité. Et je vous dis que la vie est réellement obscurité, sauf là où il y a élan. Et tout élan est aveugle, sauf là où il y a savoir. Et tout savoir est vain, sauf là où il y a travail. Et tout travail est vide, sauf là où il y a amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous vous liez à vous-même, et l'un à l'autre, et à Dieu. Le travail, c'est l'amour rendu visible. Ah, c'est joli ça. Qu'est-ce qui vous plaît c'est c'est superbe vision que je partage bien. C'est en travaillant, vous travaillez pour les autres, vous reconnaissez l'autre,
vous rendez service aux autres et par conséquent, vous les aimez. C'est un peu tortueux comme raisonnement, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai consacré ma vie au travail. Je le trouve limpide, ce raisonnement, je le trouve pas tortueux. Le travail limpide, mais enfin bon, il n'est pas partagé par tout le monde. Voilà, il n'est pas partagé par tout le monde. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas eu de difficulté à considérer que c'était pour ça que j'ai beaucoup travaillé, parce que, à travers ce que j'essayais de bien faire, j'existais, et j'existais essentiellement à travers les autres. Et par conséquent, mon plaisir ou ma satisfaction venait de la réussite des autres. Vous n'avez jamais caché votre foi en Dieu? Pas de raison, hein? Non. On est dans le parler vrai, on ne se cache pas. Même dans un état laïque. Voilà. J'imagine que c'est une religion reçue de l'enfance? Oui. Toujours bien acceptée, intégrée? Bien intégrée, avec quelques nuances quand il y a quelques textes récents là, qui secouent quelques idées de Vatican II, mais enfin bon, je pense que ça va se calmer. D'accord. Et... J'ai aucune envie, disons, de me retrouver en regardant le dos du prêtre à l'église. Paraît-il, au moins dans les grandes cérémonies, et je lus ensuite, ça se fera en latin, et dans les grandes cérémonies, j'accepte. Mais le face-à-face, si vous voulez, est quand même, y compris pour transmettre la parole, la seule manière qui existe pour que des hommes se voient. Qu'est-ce que votre foi de catholique vous apporte? Est-ce qu'elle fait votre différence, que ce soit comme industriel, comme ministre, enfin, voilà. Est-ce que vous l'avez senti, vous? On est dans un État laïque. Hein. Oui. Et je ne critique pas, disons, cet État, même si quand j'écoutais, ça m'est arrivé plusieurs fois, le président des États-Unis faire son discours du 2 ou 3 janvier, et terminé par God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Ils le font tous, ça c'est très américain. Oui, non mais c'est pas américain, c'est perçu, c'est une conviction, si vous voulez. Et quand à un certain moment, je crois que c'était Clinton, qui a dit « Je remercie Dieu d'être né maintenant », c'est superbe, si vous voulez, d'avoir écouté un président, entre guillemets, des États-Unis, remercier Dieu d'être là au moment où il est, y compris dans cette position. Bon, nous sommes en France dans un environnement différent, depuis 1905, pour les raisons que l'on connaît tous, de sorte que les convictions religieuses que les uns et les autres nous avons, il est très difficile, disons, de les extérioriser, sauf, disons, dans une relation privée qui est évidemment tout à fait maintenue. Ceci étant dit, c'est pas très compliqué, sans vouloir du tout imposer ses convictions religieuses, d'avoir des comportements qui marquent ses convictions, en tout cas. Qui traduisent ses convictions. Et pour moi, ça a été, je parle au passé parce que je commence à être un peu vieux, ça a été, si vous voulez, la condition nécessaire pour que je sois à l'aise, entre guillemets, dans ma vie, entre guillemets, professionnelle. Je ne me suis jamais senti écartelé entre mes convictions personnelles, religieuses, et la traduction que j'en faisais dans la manière dont je me comportais face à des situations qui n'étaient pas toujours très faciles. Très évidentes. Voilà. Mais il se trouve quand même, quand vous avez cette liberté finalement d'être en accord avec vous-même, que premièrement, vous êtes très à l'aise. Et que deuxièmement, l'autre sent que quand vous vous exprimez, quand vous vous comportez, quand vous décidez, vous n'êtes pas en service commandé, vous êtes vous-même, et par conséquent, je crois que ça lui facilite à l'autre la possibilité de comprendre le pourquoi de votre comportement et aussi, disons, l'adhésion à ce que vous lui proposez, parce que vous vous engagez en tant que personne, en tant qu'homme, et non pas en tant que patron de ceci ou ministre de cela. C'est vous, une personne, face à une autre personne. Tout à l'heure, en parlant du parler vrai, vous disiez... respecter la personne qui est en face de soi, respecter sa vérité, est-ce que ça veut dire aussi pour vous, même sans le dire forcément à cette personne-là, mais finalement essayer de voir le Christ en elle, comme on est censé tous essayer de le faire? Je suis 100 fois d'accord avec vous, c'est pour ça que moi je suis très à l'aise finalement dans le monde actuel, y compris à travers le monde qui nous demande d'exercer nos talents. Si vous voulez, on n'a jamais été dans une situation où chacun, pour vivre sa vie pleinement, y compris dans ses convictions religieuses, est amené aussi nécessairement et aussi facilement à exercer ses talents. Donc l'actualité, si vous voulez, de notre religion, telle que moi je l'aperçois, si vous voulez, et contrairement à ce qu'on peut imaginer, elle est très grande. Dans le monde d'aujourd'hui, dans la situation où nous avons à nous occuper des autres,
c'est-à-dire à ne pas les empêcher de grandir en leur fermant la porte, ça s'appelle le protectionnisme, pour rester dans le domaine économique, dans la mesure où nous avons la nécessité aussi de les aider à grandir parce qu'on y trouve notre compte, nous sommes dans une relation qui est tout à fait en cohérence avec nos convictions religieuses. Donc je suis très à l'aise, je préfère entre nous vivre maintenant qu'il y a 70 ans, vous voyez. 70 ans, c'est 1930, 1940, une situation difficile. Même si je suis né juste avant la guerre, j'ai la chance, finalement, vous aussi d'ailleurs, de vivre à un moment fantastique, si vous voulez, de l'histoire de l'homme. Absolument fantastique, à condition qu'on sache assumer les uns et les autres, et collectivement, d'où le président en France, etc., nos responsabilités. Car on parle toujours des devoirs, on parle toujours des droits. Oui. Notamment dans notre pays, très rarement des devoirs, et le mot responsabilité, vous savez, dans la société anonyme à responsabilité limitée, vous voyez, le mot responsabilité limitée SARL, oui. M'a toujours fait sourire, parce que si nous ne sommes pas responsables de nous-mêmes, de nos actes, ben nous ne vivons pas, et par conséquent, nous ne reconnaissons pas l'autre. Il faut être responsable. Vous avez choisi une valeur à ma demande. Je vais vous laisser l'annoncer, cette valeur d'ailleurs. Non, allez. Bon, ben alors d'ailleurs, cette valeur se résume en un verbe qui est servir. Servir. La valeur du service. Ça prend tout de suite une dimension assez importante vous concernant, parce que le service, ça a été aussi le service de l'État. Alors, je ne sais pas où commence le service pour vous et où il s'arrête. Quelle définition vous donnez de ce service? Mais non, servir, ça consiste à vivre pour les autres. Et le mot servir en France, qui veut dire serviteur, ou service, ou emploi de service, a toujours été perçu négativement. Ça fait un peu péjoratif. Alors moi, je dois dire que je suis très à l'aise, parce que j'aime ça finalement, quand je peux servir les autres, y compris matériellement, si vous voulez. L'une de mes grandes satisfactions, c'est par exemple de me transformer en barman ou de servir mes invités, parce que j'y trouve plaisir. Donc ça, c'est vraiment le service de base. Mais servir, ça consiste, je répète, à se réaliser à travers les autres. En servant les autres, intellectuellement, physiquement ou autre, si vous vous faites plaisir, ben vous êtes dans la situation idéale où vous êtes là pour aider les autres, mais les aider pas forcément de manière uniquement amicale, etc. Quelquefois, il faut les rectifier, disons, un peu leur comportement, mais vous le faites pour les aider à mieux vivre. Les aider à mieux vivre. Et vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Et vous connaissez peut-être la définition, l'une des nombreuses définitions du pape, c'est serviteur des serviteurs. Alors, j'ai aucune intention de me comparer au pape, mais c'est très intéressant de voir que servicius serviciorum, serviteur des serviteurs, est une des manières d'exprimer la fonction papale. Je répète, à mon modeste niveau, le mot serviteur des autres, par hypothèse, est un mot qui me fait plaisir et que j'aime. Alors que dans notre pays en particulier, on a toujours le sentiment que se mettre au service des autres ou avoir des emplois de service, c'est pas correct. On s'abaisse en se mettant au service des autres. Mais c'est confondre faiblesse et humilité, non? Ben oui, mais enfin, on confond beaucoup de choses, ne serait-ce que parce que on n'oublie pas souvent, on n'arrive pas souvent à l'école de comprendre la nuance entre faiblesse, humilité, etc. Et serviteur de l'État, c'est quelque chose qui était important pour vous, cette notion on vous appelle pour être ministre. Moi, je n'avais rien sollicité. C'est flatteur, mais c'est pas forcément facile. Non, c'est vrai, je n'ai rien sollicité, mais je n'ai pas hésité plus d'une demi-heure, quoi. Le temps d'en parler avec ma femme. Non, qui sachant ce qui allait arriver, m'a dit bien sûr, tu fais ce que tu veux. Ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, j'avais toujours beaucoup travaillé, mais j'ai trouvé encore les ressources pour travailler encore plus. Parce qu'au moins le poste de ministre des Finances, tel que je l'ai vécu, c'est un poste très très prenant, mais qui m'a rempli, disons, de beaucoup de plaisir et de satisfaction, même si, bien évidemment, j'ai laissé le soin à mes successeurs de retirer une partie des résultats que j'avais initialisés. Ça ne me gêne en rien, si vous voulez. Mais serviteur de l'État, en France en particulier, ça a du sens. Et je me suis mis au service de l'État. C'était en fin de carrière, mais avec un grand plaisir. Alors j'avais pensé à un petit cadeau pour vous de quelqu'un qui nous a quittés il y
il y a peu de temps. C'est un livre qui s'appelle Servir, de l'abbé Pierre. Et lui, il n'a pas été ministre de l'économie, mais ministre des Pauvres. Mais il a servi les Français et comme ça, les Français. Une figure qui vous parle, l'abbé Pierre? C'est une figure qui m'a beaucoup parlé tout le temps, parce que j'ai des souvenirs de jeunes, du jeune abbé Pierre, député, etc. Et je l'ai suivi dans toutes ses efforts et ses réussites pour se mettre au service des autres. Et Emmaüs, si vous voulez, l'une de mes émotions personnelles, ça a été de découvrir le patron actuel d'Emmaüs. Je ne peux pas faire de réclame pour lui, mais sachez que c'est Martin Hirsch, non? C'est Martin Hirsch. Oui. Sachez que cet homme, si vous voulez, inspecteur des finances, membre de l'élite, etc., il s'est mis au service de l'abbé Pierre et d'Emmaüs. Moi, face à des hommes comme ça, je suis très humble. Mère Teresa disait « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer ». Ça pourrait être votre devise? Ça aurait pu être. Vous en avez une? Non, j'en ai pas. Pas spécifiquement? Non, ça ne sert à rien, si vous voulez. Si ce n'est servir, si vous voulez, mais bon. On rend hommage, en passant, à l'abbé Pierre. Il y a quelqu'un d'autre qui vous impressionne beaucoup, qui nous impressionne tous d'ailleurs beaucoup, c'est oui. Nelson Mandela. C'est vrai. Que vous avez pu rencontrer, que vous avez eu la chance de rencontrer. Non, il y a deux hommes qui m'ont impressionné, l'un je ne l'ai pas rencontré, ça s'appelle Winston Churchill. Ah oui. Et l'autre Nelson Mandela. Winston Churchill parce que quand j'ai découvert que cet homme, en tant que Premier ministre, avait pris la responsabilité sur lui de ne pas prévenir une certaine ville, les habitants d'une certaine ville, qu'ils allaient être anéantis par un bombardement allemand, je parle de Coventry, en Angleterre, parce que s'il les avait prévenus, les Allemands auraient compris qu'il avait la clé de tous les messages secrets qui transitaient dans l'armée allemande. Je me suis dit, cet homme, que j'admirais par ailleurs, a été devant une décision terrible. Terrible, si vous voulez, il n'y a pas grand monde qui peuvent se retrouver dans ce genre de décision. Il l'a pris. La petite nuance par rapport à mon admiration pour la carrière de Winston Churchill, y compris à la fin lorsqu'il peignait des tableaux à la Mamounia à Marrakech, la petite nuance, c'est que je crains qu'il se soit vengé quand même de Coventry lors d'un raid totalement inutile en 1945, où Dresde est passé quasiment à l'état où Coventry avait été mis. Les images de Dresde détruites sont fameuses. Il n'y avait aucune raison. Mais enfin, ceci étant dit, alors, quant à Nelson Mandela, que j'ai eu l'immense plaisir de côtoyer pendant 2 heures seulement, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je dois dire que cet homme, si vous voulez, il est bluffant. D'ailleurs, il s'impose par lui-même quand vous le découvrez. Il est à la hauteur de sa légende, alors. Ah oui. Non seulement l'homme physiquement est superbe, quel que soit son âge, du moins à l'âge où je l'ai connu, mais deuxièmement, tout en connaissant sa vie et la manière dont il a réussi, jusqu'à présent d'ailleurs, même s'il est retiré des affaires, à empêcher le drame qui était prévu par tous les gens qui regardaient froidement, disons, la situation d'Afrique du Sud. Cet homme qui a passé 27 ans en tôle, qui n'a pas voulu se venger. Mais qui a pardonné à ses geôliers. Qui a pardonné à ses geôliers, au système, etc. Qui a fait publiquement la paix avec Botta, qui l'avait mis en prison, avec De Klerk, etc. Et qui ensuite, avec quelques autres, dont Desmond Tutu, superbe évêque, a réussi, si vous voulez, jusqu'à présent en tout cas, à empêcher ce qui rationnellement aurait dû se passer, à savoir la guerre civile entre les Blancs et les Noirs. Moi, je suis plein d'admiration. Et ça, c'est un homme, à travers ses convictions, y compris religieuses, à travers son expérience, qui l'a permis. Ça prouve finalement que, quel que soit l'environnement dans lequel on vit, les convictions personnelles des gens sont plus fortes que les circonstances. Mais vous ne trouvez pas que ça donne le vertige? On vient de citer 3 hommes au destin fantastique, Churchill, Mandela, l'abbé Pierre, que ça donne un peu le vertige de savoir qu'un seul homme peut autant faire bouger les choses et que nous, peut-être pas vous, mais en tout cas, voilà, je le dis pour moi, on reste là finalement à faire nos petites vies, entre guillemets.
Alors, c'est sans doute pas donné à tout le monde, mais... Tant mieux si certains d'entre nous, dans les circonstances exceptionnelles ou pas, savent se comporter différemment de la masse. Nous sommes de la masse, hein, soyons clairs. Mais on a besoin quand même d'avoir de temps à autre quelques phares qui s'allument pour qu'on ne désespère pas quand même de l'homme. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, on prend Nelson Mandela ou Churchill, qu'est-ce que ces gens vous apprennent? Enfin, quelle est la grande leçon, outre l'admiration qu'on a tous pour eux, mais la grande leçon que vous en retirez, vous? Eh bien, la grande leçon, c'est que quand vous avez des convictions, quelle que soit, si vous voulez, la manière dont vous êtes soumis à l'épreuve par la vie, vous restez suffisamment solide dans vos convictions pour rebondir en permanence et rebondir au sens de vos convictions et non pas au sens où vous pourriez rebondir en vous vengeant, entre guillemets, des autres. Mandela aurait pu se venger, Churchill, j'espère qu'il ne s'est pas vengé, mais ces deux hommes, si vous voulez, avaient une lucidité et un amour finalement des autres. On en revient toujours là? Bah heureusement quand même, qui fait que ils ont sans difficulté réussi. Quand vous revenez à Churchill, vous comprenez, avant la guerre, Churchill en était arrivé au stade où il était obligé, disons, pour gagner sa vie, de faire des articles de journaux. Parce qu'il avait été complètement balayé de l'environnement politique anglais d'avant-guerre, alors qu'il était quasiment le seul à y voir clair. Quand ensuite vous le voyez en 1945, etc., à Yalta et autres, n'oubliez pas, par exemple, que si nous avons, nous Français, le statut, entre guillemets, international, qui est toujours le nôtre, y compris au Fonds monétaire international ou au Conseil de sécurité, à qui le devons-nous? On le doit à une personne, Winston Churchill, non pas forcément qu'il ait pensé exclusivement à nous, mais parce qu'il ne voulait pas être pris en sandwich entre Staline d'un côté et Roosevelt ou ses successeurs, ou Truman, de l'autre. Donc c'est pour ça qu'il a inventé le chinois, membre du Conseil de sécurité, qui à l'époque ne représentait pas grand-chose. Et il a pensé aux Français, quels qu'ils soient, sachant qu'il y avait pensé en 1940 quand même d'une manière superbe. Je vous rappelle qu'en juin 40 ou mai 40, tout seul comme un grand, sans avoir demandé beaucoup l'avis d'ailleurs des Anglais, il nous a proposé de fusionner la France et l'Angleterre. Fusionner. C'est fantastique quand même. Moi, c'est pour ça que des hommes de ce genre, moi je suis plein d'admiration devant eux, chacun dans son domaine, de même que Nelson Mandela, 27 ans. 27 ans. Et en sortant intact, ayant appris le théâtre, acteur de théâtre à l'intérieur. Moi, je suis stupéfait, au bon sens du terme, que nous soyons capables, en tant qu'humanité, de générer de tels hommes. Vous avez confiance en l'avenir? Ben, ce n'est pas une question d'être confiant dans l'avenir. On doit. L'avenir, si vous voulez, il est celui que l'on bâtira. Donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que on soit défiant par rapport à l'avenir. On est dans une situation en France ou dans le monde qui n'a jamais été moins bonne qu'aujourd'hui. C'est encourageant, dit comme ça. Non, n'a jamais été. Oui, bah, si vous voulez, on a toutes les opportunités pour réussir le monde. On a 6 milliards de gens dans le monde, on va passer à 9. La connaissance accumulée dans le monde est absolument fantastique. Sachez que aujourd'hui, si vous voulez, il y a autant de gens qui cherchent dans le monde que le stock de tous les chercheurs depuis 1800. Donc on est mathématiquement dans une phase d'explosion de la connaissance, d'où l'intérêt quand même d'en profiter, nous petits Français. Explosion de la connaissance qui se met au service des hommes. Alors certes, il y a quelques petits problèmes parce que nous avons aussi quelques instruments de destruction massif ou massive qui traînent et qui se disséminent un peu partout. Et là, saura-t-on, comme on l'a fait jusqu'à présent, gérer ce problème en toute responsabilité face aux hommes et non pas face à son pouvoir ou à son pays? Je l'espère, mais je ne vois vraiment pas pourquoi on n'y arriverait pas. De même que nous avons ensemble à partager, et ça sera la prochaine étape de l'organisation du monde,
des défis communs, les biens collectifs mondiaux. Il y a une sonnette d'alarme qui est maintenant reconnue par tout le monde et entendue par tout le monde, c'est entre guillemets le changement climatique, c'est-à-dire le gaz carbonique, etc. Bon, l'écologie, c'est bien, moi je n'ai rien contre l'écologie, mais enfin, fondamentalement, il y a des réserves qui s'épuisent, il y a un effet de serre qui est en train de se développer, qui pourrait avoir des conséquences gigantesques pour une masse importante de population mondiale. Donc là, on a un devoir collectif mondial. Et moi, mon rêve, enfin ma thèse plutôt, c'est que c'est ce type, si vous voulez, de challenge, de défis mondiaux collectifs qui nous permettra à nos hommes politiques de surmonter, disons, les petits égoïsmes personnels ou nationaux pour enfin organiser le monde avec un minimum de gouvernance mondiale et par conséquent continuer à le faire grandir, ce monde, dans l'intérêt de tous les hommes. Dernière question pour terminer cette émission. S'il y avait une seule chose que vous aimeriez faire passer à vos enfants, à vos petits-enfants, aux téléspectateurs, à ceux qui s'intéressent à votre discours, une seule chose que vous voudriez faire comprendre, une seule, que vous avez compris, vous, de la vie. Ce que j'ai compris de la vie, en tout cas, moi, je me suis réalisé en pensant aux autres. Et à travers les autres, ça revient à servir. Et je crois quand même, en tout cas, moi j'en ai retiré beaucoup de satisfaction et je continue à en retirer beaucoup de satisfaction. Donc c'est un petit exemple, mais après tout, ça sert, penser aux autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Francis Mer? Une aussi bonne santé que nécessaire pour avoir une longue vie. La santé, visiblement, vous l'avez. Je vous souhaite aussi de continuer à servir, puisque c'est là que vous trouvez votre bonheur. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci de votre invitation.